La crise du logement, où va-t-on avec cette crise du logement? On en parle beaucoup en ce moment, ça défraie la chronique et l'occasion de vous donner, chers téléspectateurs, une grille de lecture tout simplement avec une institution et des professionnels à l'image de Fabien Piersanti. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Merci. Alors vous êtes, pour nos téléspectateurs, vous êtes entrepreneur dans le bâtiment, promoteur du côté de Bormes-les-Mimosas. Donc justement, un magnifique coin d'ailleurs pour l'anecdote. Et vous êtes également président du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment PACA pour la région PACA, mais également vice-président de la Fédération du BTP pour le Var également. Exactement. PACA et Corse aussi. Vous avez raison, autant pour moi, ne pas oublier région PACA et Corse pour la Fédération française du bâtiment. Alors l'occasion pour nos téléspectateurs de leur donner finalement une grille de lecture, puisqu'on parle beaucoup, et je rebondis, je vous laisse nous apporter vos éclaircissements, on parle d'une crise du logement en ce moment. Tout à fait. Donc en fait, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un peu, on revienne un peu en arrière sur ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Nous, on a alerté avec la Fédération du bâtiment pendant plusieurs années. Déjà, quand on a eu la crise Covid, on commençait à s'inquiéter. Il faut savoir que quand il y a eu la crise Covid, on était en pleine période d'élections municipales. Les élections municipales, on sait très bien que c'est une période où les maires ne donnent pas beaucoup de permis. Et en fait, je dirais que ça a commencé un peu à être initié à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le fait que les permis soient donnés au compte-gouttes et que dans certains endroits, en gros, sur la région, enfin sur le Var, on est à 50% de permis attaqués. Et quand on est en zone littorale, comme je le suis moi, c'est 80% des permis attaqués. Le permis de construire. Permis de construire attaqués donc pour des opérations immobilières. Qu'est-ce qui se passe quand les permis sont attaqués? Forcément, ça retarde. Forcément, on ne sort pas beaucoup de logements. Et forcément, on fait monter le prix du foncier. On a du mal à obtenir des permis, on a peu de foncier. Et ce qui fait que déjà, les prix du logement ont sensiblement augmenté. Suite à ça, on a eu la crise Covid, que tout le monde a connue. On a eu la flambée des prix des matériaux, des matières premières, parce qu'il y a eu un arrêt de fabrication, il y a eu une demande forte suite à la crise Covid. Donc forcément, on a ces prix de matériaux qui ont fait que automatiquement, on a encore remis une couche sur le coût des logements. Évidemment. Les logements n'ont cessé d'augmenter. Plus après les réglementations énergétiques qu'on nous impose, on a beaucoup de réglementations malheureusement dans nos métiers, qui fait qu'on est arrivé à un stade très important. Et la crise que l'on connaît aujourd'hui, en fait, ce qui se passait, c'est que plus ou moins, avec la flambée des prix du logement et la baisse des taux qui les accompagnaient, on arrivait à avoir toujours des clients qui étaient finançables. Et puis d'un coup, on a eu les taux qui ont augmenté de manière historique. Oui, exponentielle, bien sûr. Et d'un coup, c'est plus passé. Donc automatiquement, les acquéreurs n'étaient plus finançables et on s'est retrouvé avec la crise du logement qu'on est en train de vivre en ce moment. Sans compter que le gouvernement, malgré qu'on les ait alertés, ne nous ont pas entendus. Et sans ça, on continuait de taper sur le logement avec des réglementations et surtout des restrictions d'aide qui sont énormissimes, qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se loger et à acquérir des logements. Donc voilà une réglementation en somme accrue, mais avec un marché finalement qui est déséquilibré aujourd'hui. Tout à fait, ouais. On a un marché qui se déséquilibre. C'est pas parce qu'on n'a plus de demande, parce que la demande reste forte. On a toujours des demandes, des gens qui veulent venir acheter du logement, mais quand ils se renseignent sur ce qu'ils peuvent avoir comme financement, ils s'aperçoivent que ça passe pas. Bien sûr. Et du coup, on est complètement déséquilibré. Donc justement, au niveau, j'allais dire, peut-être sociétal, on a parlé du logement, on a parlé finalement au niveau économique, on voit bien ce déséquilibre. Est-ce que concrètement, pour les concitoyens, les citoyens français, ça a des incidences, ça, on va dire, dans la vie de tous les jours? Bien sûr. Alors ça part, je dirais, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Pourquoi les plus jeunes? Les plus jeunes qui ont besoin de louer un appartement pour poursuivre leurs études. Bien sûr. Là, on parle des gens qui vont faire de belles études, n'arrivent pas à trouver de logement à louer, parce que comme de toute façon, il n'y a plus de vente avec ce qu'on avait par le passé, enfin encore il y a quelques années, ce qu'on appelait le Pinel, ou toutes les aides à la défiscalisation qui faisaient qu'on avait du logement qui était sur le marché, dont l'objectif était de louer. Et sur du logement neuf, on le rappelle. Logement neuf, bien sûr, mais bon, s'il y a moins de logements neufs, automatiquement ça se durcit aussi sur l'ancien. Évidemment. Fait qu'on a moins de logements à la location. Ces jeunes, ils doivent faire des études. Je crois que c'est 11% ou 12% des jeunes qui ont dû arrêter leurs études parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? En gros, c'est les études moyennes. Dans 4 ans, ces jeunes diplômés avec de beaux diplômes ne seront pas sur le marché du travail. En tout cas, nous, on ne les trouvera pas. Quand on aura besoin de recruter des ingénieurs, ils ne seront pas là parce qu'ils n'ont pas pu faire d'études. Pour une question de logement. Pour une question de logement. Ensuite, vous avez les gens qui ont un travail, qui trouvent un travail à l'autre bout de la France, qui doivent aller aussi se déplacer, trouver un logement. Bien sûr. Qui ne trouvent pas. Donc du coup, ils ne peuvent pas se déplacer.
et donc ils ne peuvent pas avancer. Ben, c'est sûrement quand on change d'emploi, c'est souvent parce qu'on trouve mieux. Après, quand je dis, on a quand même, après on a toute l'accession à la propriété, forcément. Donc du coup, les gens qui ne peuvent plus acquérir de biens, ben, ne libèrent pas les biens en location. Le parc social, c'est la même chose. Les gens qui sont en logements sociaux, ben, ne les laissent pas parce que donc on a plus de turnover, tout est bloqué. Et puis quand je dis ça va jusqu'au bout de la chaîne des âges, c'est qu'on a aussi la problématique des personnes qui vieillissent et qui ont besoin de se rapprocher aussi de leurs enfants. Bien sûr. Et ceux-là, ils ne peuvent pas se rapprocher parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Ce n'est pas forcément des gens qui vont en maison, c'est des gens qui sont encore, qui peuvent rester autonomes chez eux, mais qui ont besoin de se rapprocher pour être près de leurs enfants qui sont peut-être dans une autre région. Et ceux-là, ils ne peuvent pas non plus se déplacer. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose qui est vraiment problématique sur tous les secteurs des âges. Et puis, moi, juste un exemple, il n'y a pas longtemps, c'est bien de citer des exemples parce qu'au moins c'est du concret. Et ça, je pense qu'on ne le montre pas assez souvent. Il n'y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous à Marseille. Je me suis garé dans une copropriété, dans un parking en sous-sol privé. Et j'ai vu une voiture où le gars avait installé autour de sa voiture un pot de fleurs. Et je me suis dit, mais lui, il vit là, quoi. En fait, aujourd'hui, il loue une place de parking où il a peut-être à lui et il vit dans sa voiture. Et je pense que c'est quelqu'un qui travaille parce qu'il n'y avait personne dans la voiture. Enfin, je trouve ça quand même dramatique, quoi. On arrive à un stade où on est en train d'immobiliser les gens. Et c'est moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a un président, quand il a été élu, on a bien compris qu'il n'était pas pour qu'on ait une France de propriétaires, mais il a dit que c'était pour que les gens puissent être mobiles. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il immobilise complètement les Français. Donc, comme vous avec dites, cette politique-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de précarité, même auprès des actifs, à l'image de l'exemple que vous donnez? Alors, je pense qu'on en est au début, mais ça va aller très vite. Vous pensez que ça va aller de mal en pis? Ça va aller très vite, parce que ça se durcit vraiment, quoi. Ah bah écoutez, l'occasion aussi, j'ai envie de vous dire quelle solution on pourrait préconiser, donc fort de votre œil de professionnel et d'institutionnel. Alors déjà, quelque chose qu'il faudrait faire, c'est le prêt à taux zéro. Il a été complètement supprimé pour la maison individuelle. Pourquoi? On se demande. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie des ventes de maisons individuelles étaient pour les primo-accédants. Il a été maintenu uniquement dans les zones tendues. Donc le prêt à taux zéro, c'est quand même pour des gens qui n'ont pas des revenus énormes, c'est souvent les premiers achats. Bien sûr. Dans les zones tendues, c'est là où les prix de l'immobilier sont les plus élevés. Donc c'est pas très cohérent. Donc à mon avis, du prêt à taux zéro, on ne va plus en faire beaucoup. Et ça, c'est quand même quelque chose où on parlait de problèmes sociétal tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Ça participe du déséquilibre. Voilà. Ensuite, je pense qu'il faudrait, vraiment dans un cas d'urgence, comme on l'est aujourd'hui avec le logement, réinstaurer une loi type Pinel. En fait, à chaque fois, ces lois de défiscalisation, elles portent le nom du ministre du logement. Donc une loi type Pinel, bien sûr, sur tout le territoire. Et ça, c'est important. Assouplir les conditions d'accès au crédit. Parce que non seulement les taux ont augmenté, mais en plus de ça, les conditions se sont extrêmement durcies. Oui, les apports. Je disais, c'est un prêt sur deux est refusé. Un prêt sur deux. Moi, des fois, on rencontre avec la Fédération du bâtiment les représentants des banques, de la Banque de France, qui nous disent « Mais non, on a moins de demandes ». Les gens, ils vont sur Internet, ils font leur simulation eux-mêmes, ils voient bien que ça ne passe pas et ils laissent tomber. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de demandes. Mais il y a toujours autant de demandes de gens qui ont besoin de se loger et des gens qui veulent acquérir un logement. Donc, ça, c'est important. Et ça, c'est pour... Après, on a donné quelque chose aussi avec la Fédération du bâtiment. On a une solution qui peut être assez rapide, c'est exonérer pour 3 ans les droits de donation pour l'acquisition, pour construire un logement neuf ou une acquisition en résidence principale. Ça, c'est pour aider les jeunes à se loger, ou tout du moins les primo-accédants. Et puis après, il y a une vision sur le plus long terme. Je pense que l'histoire du Pinel, à chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement, on a une nouvelle loi, on sait très bien que ce n'est pas pérenne, il nous faudrait de la stabilité parce qu'on ne sait jamais si elles vont être maintenues. Donc nous, ce qu'on a proposé avec la Fédération du bâtiment, c'est qu'on ait un statut du bailleur privé avec un vrai amortissement sur les biens, comme ça se fait en Allemagne. C'est quelque chose qui existe depuis plus de 40 ans dans leur pays et qui fonctionne. Mais au moins, on sait qu'on a une règle, on achète un logement, on sait comment ça va fonctionner. Et là, ça donne on peut se projeter sur plusieurs années. Voilà, c'est pour ce que je pense qu'il faudrait faire. J'allais dire, ce qui est déjà pas mal, et c'est important, j'en profite pour vous remercier, de préconiser aussi des solutions. Parce que souvent, comme vous dites, on le voit, peut-être pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ils se retrouvent face à cette crise, qu'ils subissent de près ou de loin, mais on n'a pas toujours les clés, finalement. On ne comprend pas d'où ça vient. Et après, dans les choses qu'il faudra faire évoluer, on a eu de la construction
discussion, le ministre du Logement qui est venu en parler, c'est une réforme de la fiscalité sur le logement. Ça, c'est important. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les années avancent, la fiscalité augmente mais énormément. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que quelqu'un qui veut investir pour la retraite dans un logement et qui se dit je vais le louer et ça va être un placement d'argent. Enfin, oui, c'est j'allais dire le schéma un peu classique pour arrondir sa retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça vous rapporte 2%. Le livret A, c'est 3%. Oui. Vous allez prendre le risque d'avoir un locataire qui ne vous paye pas le loyer et que vous ne pouvez pas sortir. Bien sûr. Gagner 2%, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment réformer la fiscalité sur l'immobilier parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. Même si on arrive à trouver des petites solutions, il faut une vraie réforme sur la fiscalité. Et à mon avis, c'est important. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est qu'aux yeux de l'État, aujourd'hui, pourquoi on en est arrivé là, c'est qu'à leurs yeux, l'immobilier coûte cher à l'État. Effectivement, il y a des aides. Les aides ont coûté en 2021 39 milliards. Mais ont rapporté à l'État 89 milliards. C'est bien de le voir peut-être dans ce sens-là. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est assez clair. Non, écoutez, je voulais vous remercier infiniment, Fabien Piersanti, on le rappelle. Merci. Vous êtes professionnel, puisque vous êtes un entrepreneur dans le domaine du bâtiment, promoteur aussi du côté de Bormes-les-Mimosas. On le rappelle, président du pôle Habitat pour la Fédération française du bâtiment PACA et Corse. C'est important de le souligner, et vice-président de la fédération BTP 83. Un grand merci pour nous avoir éclairé, donné un petit peu des pistes de travail, et c'est important de le dire aussi, des solutions, ce que vous les préconisez. Et alors pour conclure, je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour la suite? Alors, vous savez, en fait, moi j'ai analysé cette crise parce que j'ai eu la chance ou la malchance, j'en sais rien, c'est la troisième que je connais. J'ai démarré dans les années 90, j'ai pris la première crise. Des années 92, et puis j'ai pris la crise de 2008, et puis j'ai analysé un peu les courbes de ce qui s'est passé. En 2008, la crise a été quand même assez violente, et on est reparti de suite. Pourquoi? Parce qu'on avait un gouvernement qui était volontariste, qui a mis en place des mesures rapidement. Nos métiers, ils sont longs à s'arrêter, mais ils sont encore plus longs à redémarrer. Et là, on sent bien qu'aujourd'hui, comme on n'a pas pris la mesure de ce qui était en train d'arriver, on risque d'être plutôt sur la crise des années 90 que sur la crise des années 2008. Et ça, c'est dangereux. Donc je me dis, je suis optimiste parce qu'il faut l'être, parce que c'est important, autrement on arrête tout et je ne serai pas là à discuter avec vous. Bien sûr. Les messages qu'on fait passer, c'est pour qu'on nous attende. Je pense qu'il y a un cas d'extrême urgence aujourd'hui. Il faut prendre la mesure de ce qui arrive pour que le gouvernement mette en place les choses. Mais je pense que ça va prendre quand même un peu plus de temps. Et je vous dis, la machine, elle a commencé un peu à ralentir, même à s'arrêter dans certains départements. Et je pense que qu'elle soit relancée, il va falloir un peu de temps. Donc optimiste, mais bon, un peu inquiet quand même. Écoutez, on sait dans tous les cas qu'on pourra compter sur nos professionnels et institutions, à l'image de Fabien Piersanti qui est avec nous. Un grand merci pour votre éclairage. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info.